Les livres sont souvent les premières victimes quand un gouvernement commence à ne plus accepter la critique. Bienvenue, chers hôtes, je suis la conteuse et je vous invite à passer un moment en ma compagnie. Installez-vous confortablement, mettez un casque sur vos oreilles et laissez-moi vous conter l'histoire non d'une femme, mais d'un pays. Un pays qui a brûlé ses livres et qui a dû faire face à des conséquences inattendues. Vous avez dit que vous étiez journaliste, c'est bien ça? Vous voulez savoir comment tout a commencé? Quand ils ont brûlé les premiers livres, ceux que notre bon Sénarque jugeait immoraux, séditieux, contraires au dogme, bref, tous ceux qui critiquaient sa manière de gouverner. C'était discret au début. Une lettre accrochée dans un arbre, collée aux tuiles d'une maison ou roulée en boule sur un coin de trottoir. Personne n'y a vraiment fait attention. On s'amusait de trouver un J ou un A plaqué contre le pare-brise de sa voiture. On pensait que c'était un coup de la guilde des imprimeurs. Comme la fois où ils avaient recouvert les rues de la capitale avec des feuilles vierges pour protester contre l'augmentation du prix du papier. Et puis le Sénarque a fait brûler plus de livres. Pas seulement ceux qui le visaient directement, mais aussi ceux qui pouvaient amener les gens à se questionner sur sa façon de diriger le pays. Puis ceux dont les histoires ne lui plaisaient pas, présenter des personnages trop rebelles à son goût, trop différents aussi. Là, le phénomène a pris de l'ampleur. On ramassait des lettres à l'appel, des G, des Z, des M. Le pire, c'était les E. On en trouvait absolument partout, jusque dans les machines à laver pour vous dire. C'est qu'ils volaient dans tous les sens, ces E, comme des feuilles mortes en plein automne. Et ça se collait aux vêtements, sous les chaussures, se prenait dans les cheveux. C'est vite devenu ingérable, vous pensez bien? Alors on a essayé de les brûler, ces lettres. Mais elles semblaient inifugées. On a voulu les dissoudre, rien à faire. On les a enfermées dans des bidons qu'on a jetés dans l'océan, mais elles ont je ne sais comment trouvé le moyen de remonter à la surface. Elles ont gêné le passage des navires, alourdi les coques et tué les poissons qui ont eu le malheur de les manger. On les a enterrées, mais elles ont contaminé les sols et les nappes phréatiques. Vous voyez l'espèce de désert qu'on a à quelques kilomètres? Ce sont les lettres qui ont fait ça. C'était une prairie là avant. Des gens au gouvernement ont fait le rapprochement entre les lettres qui contaminaient le pays et les autodafés. Ils ont essayé de convaincre le Sénarque d'arrêter de brûler des livres, juste le temps de se débarrasser de toutes ces lettres. Mais il a refusé. Pire, il a accusé ces gens de haute trahison et les a fait pendre. Mais le fait est qu'ils avaient raison. Toutes ces lettres-là, elles s'étaient échappées des livres. Le Sénarque a brûlé la colle, le carton et le papier, mais il n'a pas brûlé l'encre. Il a fini par s'en rendre compte, mais évidemment, hors de question pour lui d'admettre qu'il avait commis une erreur. C'était impossible. Il était le Sénarque, le chef tout-puissant. Il ne pouvait pas faire d'erreur. C'était forcément autre chose, un complot de ses ennemis ou un truc du genre. En l'occurrence, les ennemis étaient tout trouvés. La guilde des imprimeurs. Il s'en est violemment pris à eux. Il y a eu des morts, tant de morts. Je me rappelle encore des potences qui s'alignaient partout où il y avait de la place. De l'odeur aussi. Des cadavres, mais pas que. Parce qu'il n'a pas juste massacré la guilde. Il a aussi brûlé toutes ses imprimeries. Ça sentait la fumée partout. Et quelque chose de plus âcre aussi. Je pense que ça venait des solvants que la guilde utilisait. Les seules imprimeries qui sont restées sont celles qui appartenaient au gouvernement, celles qui sortaient les livres de propagande. Le Sénarque pensait s'être débarrassé du problème. Il ne restait plus qu'à s'occuper des lettres déjà dans la nature et hop, tout rentrait dans l'ordre. Alors il a fait appel à la guilde des chimistes et à la guilde des chercheurs pour qu'elles trouvent un moyen de faire disparaître toutes ces lettres errantes. Mais c'est la guilde des écrivains, dont je fais moi-même partie, qui a trouvé la solution. On s'est bien gardé de le lui dire. Il s'en prenait déjà à nous et à nos livres, pourquoi on l'aurait aidé? Et c'était tout simple en fait. Puisque les lettres s'étaient échappées de livres brûlés, il suffisait de les remettre dans des livres. Sans la guilde des imprimeurs pour nous aider, on a eu un peu de mal à trouver comment faire. D'abord, on a ramassé des lettres au hasard et on les a juste posées sur du papier vierge. On pensait qu'elles s'y accrocheraient, mais elles se sont tout de suite envolées. Alors, on a envisagé de les coller. On a tenté avec plusieurs sortes de colle, mais à nouveau, ça ne fonctionnait pas. La colle adhérait bien au papier, mais pas aux lettres. C'est une amie couturière à ses heures perdues qui a eu l'idée de coudre les lettres directement dans des livres vierges. On a mis un peu de temps à trouver comment s'y prendre pour éviter de trouer, voire déchirer le papier, et on a fabriqué des aiguilles spéciales et du fil spécial aussi. Et là, ça a marché. Les lettres sont restées en place. Enfin, à condition de former des phrases. Si on les coud juste comme ça, un peu n'importe comment, elles tiennent un jour ou deux, puis elles glissent hors du livre et on n'a plus qu'à tout recommencer.
On a créé de nouvelles histoires, inoffensives au début, au cas où le Cénarque et ses sbires nous découvriraient. Mais ils étaient trop occupés à harceler la guilde des chimistes et la guilde des chercheurs pour s'occuper de nous. Alors on a créé des livres similaires à ceux qu'ils avaient brûlés. Au départ, on les gardait chez nous, bien cachés, et puis, je sais pas, on a gagné en confiance. Et cette confiance a nourri notre volonté de nous rebeller. On a commencé à distribuer nos livres cousus, nos coususcrits, comme on les appelait. On le faisait sous le manteau, on transmettait uniquement à des personnes de confiance, des gens qu'on savait contre le gouvernement. Ça nous a galvanisés, d'autant plus que le nombre de lettres dans les rues diminuait. Le Cénarque s'est attribué tout le mérite, évidemment. Il a dit que c'était ses efforts pour débarrasser le pays de cette pollution, comme il le disait, qui payait. Les guildes des chimistes et des chercheurs appuyaient ses propos. Oh, faut pas leur reprocher, les pauvres. Ils avaient le couteau sous la gorge. Ils savaient que s'ils ne réglaient pas ce souci de lettres, ils seraient pendus comme l'avaient été les imprimeurs. Alors ils ont prétendu avoir découvert un mélange chimique capable de dissoudre les lettres. Et comme c'était le Cénarque qui avait eu l'idée de faire appel à eux, c'était sa victoire à lui. Vous voyez le principe. Nous, même si on commençait à agir un peu plus ouvertement, on restait prudents. On récupérait les lettres la nuit, sans lumière, en faisant attention de ne pas croiser de patrouille. De ne croiser personne, en fait. Et on cousait nos livres à la lumière de lampes de poche. La journée, on écrivait les livres de propagande sur nos machines à écrire, et la nuit, on récoltait des lettres et on cousait les graines de la rébellion sur du papier grossier. Nos coususcrits se sont propagés. Ils sont passés de main en main parmi la population, et un jour, ce qui devait arriver arriva. Un des sbires du Cénarque en a trouvé un, et il l'a lu. Le Cénarque est devenu furieux. Il a donné un de ses discours dont il avait le secret. Il a brandi un coususcrit en hurlant que des rebelles étaient en train de gâcher ses efforts pour sauver le pays. Dans le même temps, ces hommes ont fracassé les portes de plusieurs maisons à la recherche de coususcrits. Toutes les personnes qui en possédaient ont été pendues. Ils ont frappé chez moi aussi, mais j'étais restée prudente. Tout était bien dissimulé. Ils n'ont rien trouvé. Puis, je montrais patte blanche. Tout ce qu'ils ont vu, c'est ma machine à écrire et le livre de propagande sur lequel je travaillais. Et ils m'ont quand même cogné pour la forme. Plusieurs de mes confrères et consoeurs n'ont pas eu cette chance. Leur matériel de couture, les lettres qu'ils avaient récoltées, tout a été confisqué. Eux ont été abattus. Et les lettres qu'ils avaient rassemblées ont été données aux guildes des chimistes et des chercheurs pour qu'ils les dissolvent, comme ils étaient censés le faire. En fait, ils se contentaient de tout rassembler dans des sous-sols fermés à clé. Pour donner le change, ils exposaient des cuves remplies d'encre noire. Quand le Cénarque ou un de ses sbires passait, ils prétextaient que ces cuves étaient pleines de lettres dissoutes. Ce qu'ont fait le Cénarque et ses hommes après le discours aurait pu réduire à néant nos efforts. Mais ça a eu l'effet inverse. La population souffrait trop. Elle étouffait sous toutes ces restrictions, ces lettres errantes. Alors elle nous a protégés. Aux écrivains survivants, elle a amené des lettres en toute discrétion. Elle nous a aidés à cacher notre matériel, à inventer des mensonges pour nous, fait diversion quand des hommes du Cénarque approchaient de nos maisons. Elle nous prévenait aussi. On a créé de nouveaux coususcrits, plus virulents que les premiers. On les a diffusés. Certains d'entre nous ont même commencé à le faire en plein jour. Ils se moquaient bien que le Cénarque l'apprenne. Vous vous en doutez bien, sa réponse a été violente. Mais encore une fois, elle n'a pas eu l'effet escompté. Au lieu de nous effrayer et d'effrayer la population, elle nous a enragés. Des affrontements ont éclaté dans les rues. Les guildes des chimistes et des chercheurs nous ont ouvert leur sous-sol pour qu'on récupère encore plus de lettres. Et puis, elles ont, elles aussi, distribué des coususcrits à leurs collègues, leurs élèves. Elles n'avaient plus peur, elles non plus. Elles ont cessé de faire semblant d'avoir trouvé une solution, ont révélé la supercherie des cuves d'encre. Elles ont accusé le Cénarque de mentir, d'avoir provoqué les problèmes qu'il prétendait avoir réglés. Toutes les autres guildes ont suivi. Tout ça, ça a duré des mois d'une guerre civile sanglante. Le Cénarque a perdu ses alliés les uns après les autres. Le gouvernement a exigé qu'il abdique, mais il a refusé. Il a dit qu'il préférerait faire exploser le siège du gouvernement plutôt que de partir. Et il l'aurait fait si les guildes l'avaient laissé faire. Mais on ne l'a pas laissé faire. On a pris sa maison d'assaut. On a perdu beaucoup des nôtres dans les affrontements contre ses gardes. C'étaient les plus zélés de ces hommes, ceux capables de mourir pour lui, alors ils étaient les plus violents et les plus dangereux de tous. Mais on a quand même réussi à l'atteindre. On a laissé les imprimeurs survivants s'emparer de lui et le traîner hors de sa maison en caleçon. Ce qu'ils ont fait ensuite, ce n'est peut-être pas nécessaire de le raconter. Je dirais simplement qu'il en est mort.
Après ça, le pays a vécu une période d'instabilité. Beaucoup de gens prétendaient au poste de nouveau sénarque et puis il fallait s'occuper des dernières lettres qui traînaient à droite à gauche. On a fini par se mettre d'accord sur un nouveau type de gouvernement dont les membres seraient élus. Un peu comme ce que vous avez. La guilde des écrivains a débarrassé le pays de ses dernières lettres errantes. La guilde des imprimeurs a formé de nouveaux membres. Et les coususcrits sont devenus des objets précieux, exposés pour rappeler à tout le monde ce par quoi on était passé. On s'est juré qu'on ne vivrait plus jamais ça. Mais faut croire qu'on a des petits soucis de mémoire. Enfin, mes aiguilles et mes fils sont prêts, au cas où. Cette histoire est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien évidemment à vous abonner. Quant à moi, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.